Bonjour la voix des thérapeutes et bienvenue dans cette masterclass autour des risques psychosociaux. Donc je me présente, je suis Caroline, je suis la cofondatrice de la voix des thérapeutes avec Nicolas. Donc tu as déjà certainement vu ma figure quelque part entre le site et les réseaux sociaux. Donc voilà, aujourd'hui c'est à mon tour de passer avec toi avec cette masterclass. Ça va être ma première. J'ai un chat, donc oui, certainement il va miauler. Et voilà, j'en suis désolée, je vais m'assurer qu'elle bouge pas trop l'écran. Je vais ouvrir un PowerPoint assez rapidement. Et donc voilà, c'était quand même pour te présenter, même si je crois que c'est un petit peu flou, mais bon, l'intention est là, je vais ouvrir le PowerPoint dès maintenant. Hop là! Donc en attendant que j'ouvre mon PowerPoint, voilà, normalement on doit être bon de partager l'écran. Voilà, super. Et super, impeccable. Donc, ensemble pour cette masterclass. Donc, peut-être que tu as déjà entendu le podcast sur ce thème-là. Donc, avant de rentrer vraiment dans la masterclass, vraiment, voilà, c'est un petit focus sur cette histoire. C'est que en fait, bah, avec Nico, voilà, avec nos 10 ans d'expérience, on s'est dit voilà comment est-ce qu'on peut transmettre les podcasts, etc., etc. Et vient le moment de trouver des sujets. Et là, en fait, ce sujet il me tient particulièrement à cœur autour des risques psychosociaux parce que en fait, d'un seul coup, dans notre discussion, j'ai pu lui dire mais en fait. Il y a quelque chose que moi, j'ai dans mon bagage de psychologue du travail. À la base, je suis psychologue du travail que en fait on retrouve pas du tout une fois qu'on est indépendant. C'est autour des risques psychosociaux et notamment voilà des risques professionnels et focus vraiment sur les risques psychosociaux parce que tu vas le voir. Enfin il y a 6 facteurs et puis en fait le thérapeute il se retrouve beaucoup dedans. Donc Nico ça l'a de suite interpellé et voilà c'est comme ça que naturellement le podcast est venu et que ben dans la foulée ce bon président m'a mis sur le sujet pour qu'on pousse un petit peu tout ça plus loin ensemble dans cette masterclass. Dès maintenant. Donc, je suis ravie et touchée de faire en fait ça ici, comme si en fait quelque part je bouclais un petit peu tout ce que je fais, tout ce que je suis depuis ces 10 ans. Et que ça continue avec cette masterclass, donc c'est top. Et c'est parti. Donc, masterclass, risques psychosociaux quand le métier pèse trop lourd. C'est vraiment en fait une sensation de vraiment se dire à un moment donné, alors là peut-être que vous êtes, que toi tu es au début de ton activité parce que c'est un petit peu le client qu'on recherche à travers cette voie des thérapeutes, vraiment de vous donner le max d'infos pour pouvoir vous lancer le plus sereinement possible. Mais il peut aussi en fait arriver que ça soit ben, en cours de route et qu'en fait au cours de route, ben, dans les premières semaines, les premiers mois, la première année, peut-être on peut avoir un moment d'essoufflement. Et en fait, quand on va voir avec ces risques psychosociaux, c'est vraiment intéressant de les avoir en tête pour se dire, ah mais là en fait il se joue un truc qui est pas OK avec le développement de mon travail. Et c'est important en fait qu'on aille le pousser plus loin, enfin que tu ailles le pousser plus loin pour ton activité, pour la pérennisation de ton activité. Parce que, comme tu le sais, moi j'ai repris une activité là en salariat qui est super. Mais quand je me suis penchée sur les risques psychosociaux, là, enfin, quand j'ai ressorti en fait tout ça autour des risques psychosociaux, je me suis dit, oh, mais Caro, tu cochais tellement de cases que de toute manière, c'est vrai qu'il y avait beaucoup de choses aussi à faire. Et dans mon entrepreneuriat et dans ma solo activité. Donc voilà, je suis ravie de pouvoir te le communiquer dès maintenant pour que tu puisses t'en saisir. Alors, un petit sommaire. Le petit sommaire. Donc, introduction. Voilà, jusqu'à présent, pas de trucs foufou, hein, du coup. Définition, je crois même qu'en te disant ça, je suis passée... Oui, introduction, c'est bon, je l'ai fait quand même. Donc, introduction, définition.
Le rapport Golac, alors peut-être ça peut te sortir de sortie du chapeau, à moins que mes collègues psy du travail arrivent ici à un moment donné. Mais voilà, vous allez voir, c'est un rapport fait par un sociologue qui a remonté 6 grandes familles de risques psychosociaux, donc une atteinte au risque professionnel pour le travailleur en général. Après, une fois qu'on aura découvert ça, on ira voir ben, les risques psychosociaux adaptés aux thérapeutes. Donc là, l'idée, c'est que vraiment, que ça puisse un peu te faire pop dans la tête, hein, du coup, pop and up un petit peu pour qu'en fait tu puisses peut-être avoir des petits trucs qui te disent ah oui là j'ai des choses à améliorer et puis ce que je dirais dans ce moment-là n'est pas ma toute puissance, d'accord? Donc d'ailleurs je serais ravie qu'on puisse en échanger dans les commentaires même dans les via les réseaux sociaux ou autres vraiment pour que vous m'apportez que tu m'apportes aussi ton expérience, comment toi tu le vis mais pour qu'en fait ça puisse alimenter tout ça et que ça puisse en fait servir à tout le monde puisque je n'ai pas la science infuse. La nécessité de se choisir, bah oui, quand même un petit focus très 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 important, hein. On en avait fait un sujet assez rapidement de podcast d'ailleurs. Et conclusion et ressources pour se faire le mot de la fin en toute politesse. Donc, dans l'introduction, effectivement, l'objectif de ce moment qu'on va passer ensemble, c'est en fait de vous aider, de t'aider à mieux comprendre le risque psychosocial pour qu'en fait tu puisses repérer les signes d'alerte dans ton quotidien, que tu les reconnaisses dans ton quotidien et que tu saches trouver le soutien si nécessaire quand tu vois à un moment donné que tu as tout simplement besoin d'aide et que c'est totalement OK et légitime de se faire accompagner par des collègues, par un petit focus sur vraiment un listing de ces 6 grandes familles qu'on va découvrir, etc. C'est vraiment important de se les garder en tête. Pourquoi? Parce qu'en fait, ils ont été répertoriés euh, quand même reconnu par l'INRS. C'est vraiment des grandes instances qui reconnaissent ça en tant que tel dans le risque professionnel et donc dans les choses qui contribuent à ne pas se sentir bien au travail. Et les gars, on passe plus de la moitié de notre vie à travailler. Donc, il est important que ce soit fait avec quelque chose qui nous fasse du sens et qui ne nous atteigne pas en fait, hein, du coup, enfin qui ne nous atteigne pas, qu'on sache réguler. Voilà, parce que forcément, à un moment donné, la vie n'est pas linéaire, on le sait bien. Donc voilà, après, c'est des petites phrases. Vous allez voir, voilà, je suis un peu bavarde. On lit le PowerPoint et le PowerPoint, j'imagine que vous l'aurez à un moment donné quelque part dans le Drive. Ça faudra voir avec le pro Nico de comment ça va se passer parce que c'est mon baptême de masterclass, mais j'ose imaginer que ça y aura un truc dans le genre. Donc, un risque psychosocial, les risques psychosociaux désignent les situations de travail pouvant générer du stress, de la souffrance mentale ou physique et impacter la santé des individus. Donc, on voit vraiment que c'est quelque chose qui sort d'un temps de travail qui amène donc stress, souffrance et compagnie. Donc, en fait, c'est la manière qui se passe dans ton travail qui participe à un mal-être en fait à l'intérieur de toi. Parce qu'on te dit souvent, on ramène pas les problèmes de ta vie perso, tu les ramènes pas au travail, hein, s'il te plaît. Maintenant que je travaille en institution, c'est un peu un truc qu'on peut entendre assez souvent. Mais en même temps, l'inverse, comment quand quelque chose a été compliqué au travail et qu'on rentre chez soi le soir, en fait la frontière elle est pas transparente, mais en fait c'est vraiment un funambule en permanence de la vie et c'est ça qui la rend merveilleuse. Donc c'est ça qui est beau dans tout ça. Mais c'est aussi là cette reconnaissance de se dire, bah en fait peut-être oui, en fait, quand il y a quelque chose qui est pas OK chez moi. Le moteur commun vient aussi de mon travail et c'est OK, c'est reconnu comme ça. Et donc, du coup, c'est important que je ne passe pas à côté, que surtout je ne minimise pas. Surtout le fait de minimiser autour du burn-out et tout ça, c'est quelque chose qu'on va pouvoir continuer à pousser là dans les drives de la voix des thérapeutes avec une masterclass, avec la masterclass
de Nico. Donc voilà, c'est vraiment quelque chose après qui engendre, hein, du coup. Donc on peut parler de stress chronique, de violence, de surcharge de travail ou de manque de reconnaissance. Tout ça, on va venir le pousser puisqu'en fait, le rapport au Golac répertorie 6 grandes familles. Donc c'est lié à l'organisation, aux relations de travail et aux conditions dans lesquelles les salariés exercent leur activité. Donc en fait, j'ai choisi de démarrer vraiment par la base. Et en fait, ben, la base de ce rapport, c'est dédié aux salariés ou aux entreprises qui ont au moins un salarié. Donc on peut se dire, bah moi je suis solopreneur, donc je ne suis pas concernée par cette réglementation, certes, mais les risques professionnels et notamment psychiques autour du psychosocial, hein, du coup, le mot veut tout dire, hein, du coup, c'est quand même là. Donc, du coup, c'est important de ne pas se laisser avoir et à se dire qu'on n'est pas concerné. Donc, je suis très fière qu'on fasse ça aujourd'hui et qu'en fait, on vous fasse partir avec ça dans votre drive, dans votre boîte à outils de thérapeute. Oui, donc il faut savoir, voilà, par rapport donc à donc se dire, voilà, je suis pas concernée par la réglementation de tout ça, mais je peux quand même aussi le vivre. Donc après, si je veux pas aller plus loin dans ce qu'on appelle la création d'un document unique, on va y revenir, qui répertorie les risques professionnels, c'est OK, libre à moi. Mais du coup, c'est quand même important que je l'ai en ligne de mire, tout ça. Donc on y va? Donc, les risques psychosociaux, donc on continue. Ça désigne donc des ordres, désigne les facteurs d'ordre organisationnel, relationnel et émotionnel susceptibles de générer du stress au travail, de nuire à la santé mentale et physique des travailleurs et d'affecter leur performance. L'OMS, donc l'Organisation mondiale de la santé, c'est pour ça que je vous disais tout à l'heure que c'était quelque chose qui était vraiment reconnu, souligne que les environnements de travail malsains, notamment marqués par une forte pression, un manque de soutien ou un déséquilibre d'efforts-récompenses, augmentent les risques de troubles mentaux, de burn-out et de maladies physiques ou de maladies physiques. Donc pourquoi c'est obligatoire dès qu'on a un salarié? Ben, c'est vraiment pour se dire, c'est vraiment pour responsabiliser le directeur de la structure pour vraiment prendre soin de ses salariés, certes. Et beaucoup la qualité de vie au travail qu'on entend aussi en complément en fait à ça. Mais en fait, vous êtes votre propre patron, vous êtes votre propre salarié. Par exemple, ça me fait penser à des réels sur Instagram qu'on peut voir assez souvent où on se dit, ah ben, je te présente mon entreprise. Et que, ben, hop, le thérapeute, c'est moi, le photographe, c'est moi, le community manager, c'est moi, le secrétaire, c'est moi, le trésorier, c'est moi, etc., etc. Donc, en fait, c'est aussi ça un peu la profondeur d'ici, c'est qu'en fait, oui, un auto-entrepreneur est solopreneur, mais il exerce aussi toutes les tâches et d'une seule et même entreprise parce qu'il a besoin de faire fonctionner à lui seul tout ça. Donc, en fait, c'est comme si vous preniez soin, en fait, quelque part de tous vos salariés intérieurs, de tout ce qu'il y a besoin pour faire tourner la machine. Elle recommande, donc l'OMS recommande également aux employeurs et au pouvoir public de mener des interventions organisationnelles comme la réduction de charges de travail, l'amélioration de la communication, le soutien managérial pour pouvoir gérer et prévenir ces risques. Par exemple, là, si on regarde l'amélioration de la communication, combien sur Instagram ont un rapport chronophage à ce réseau social? Parce qu'on nous dit il faut savoir s'en servir, mais qu'en même temps, on n'arrive pas à accrocher, on n'arrive pas à s'en servir. On n'est pas, ou alors on n'est pas quelqu'un de carré, on est quelqu'un de spontané, donc en fait, de créer à l'avance va nous créer de l'ennui, et en fait, on va se dire si, il faut que je le fasse, etc., etc. Ça, c'est vraiment un exemple typique. Et que quand bien même une fois qu'il faut que je le fasse, il faut que je le fasse, ben, je mets du temps, donc finalement je le mets pas, mais en fait ça va rester je le mets pas en place, mais ça va rester dans un coin de ma tête parce qu'il faut que je le fasse. Et ça, de le savoir, de le voir posé noir sur blanc, au bout d'un moment, ces risques psychosociaux, en fait, va nous permettre de nous dire, ah oui, mais là, en fait, j'ai un problème ici, donc comment ça m'atteint quand même, parce que du coup, ça ne se passe pas de la manière la plus optimale pour moi.
savoir prendre soin de soi. Donc, comment est-ce que je vais pouvoir réguler ça? Pour d'autres, les réseaux sociaux, alors autant peut-être ça va pouvoir être facile et c'est ok, ça roule, mais autant il va y avoir aussi pour ceux que pouf, c'est pas du tout un problème parce que eux, ils sont vraiment axés sur le bouche à oreille et puis ils n'ont pas envie de buzzer sur Internet, ils n'ont pas envie de buzzer sur les réseaux sociaux. Et qu'en fait, tout ça, bah, ils s'en foutent. Donc, en fait, cette communication qui est induite un petit peu par les réseaux sociaux et les coachs, et d'ailleurs, merci, parce que c'est un vrai métier, hein, tout ça, eux, pour eux, ce même axe de communication ne sera pas vécu comme un stress pour eux. C'est pour ça, en fait, que c'est important d'avoir ces familles de risques en tête pour voir à quel moment, moi, en tant que personne dans mon activité professionnelle, il y a quelque chose il y a un fil que j'ai envie de tirer plus que l'autre. Hein, voilà. Et évidemment, j'avais fait une petite slide spéciale en disant, eh ben oui, et toi, en tant que thérapeute entrepreneur, tu es le patron en question. Je t'ai déjà allé trop vite, évidemment. Il y a vraiment ce côté de se dire, bon, ben voilà, en fait, charge à moi de prendre soin de moi. C'est le cas, puisque tu es là. Ce fameux rapport Golac. Alors, ce rapport Golac, voilà, on va lire ça ensemble, hein, du coup. Donc, il a été commandité par le ministère du Travail et publié en avril 2011. Euh, Moi, j'ai démarré le master en 2012, donc c'était tout neuf, ces risques psychosociaux. Et là, en fait, je viens de me rendre compte que 14 ans viennent de passer. Euh, il y a vraiment, en fait, ça qui est sorti. Et en fait, parce qu'il y a vraiment eu ce problème hein, de mal-être au travail de manière générale. Donc, voilà, c'est vraiment important à resituer. C'est quelque chose qui a été demandé et commandé par le ministère du Travail. Donc, pourquoi Golac? Parce que ben, Michel Golac a géré ça. Voilà, je me suis dit, j'avais noté quand même quelque part qui il était. Donc ce Michel Golac, il a constitué une référence, il constitue une référence française majeure en matière des risques psychosociaux. Donc, lui, à savoir, c'est un sociologue et un statisticien né à Paris. Je pensais que je l'avais enlevé ça du coup, mais non, je voulais laisser. Il a pu diriger le laboratoire de sociologie du CREST et a présidé le collège d'experts chargé en 2008-2011 de définir des indicateurs de suivi des risques psychosociaux au travail. Donc, ce rapport n'est pas sorti de nulle part. Ça a demandé quand même 3 ans de réflexion, de création, et, euh, et il est important, il est au centre de de l'équilibre psychique, on va dire, des gens. Et c'est important, voilà, de l'avoir et ça sort pas du chapeau. C'est pas quelqu'un qui s'est levé le matin en se disant, tiens, qu'est-ce que je vais donc pouvoir bien faire du bien-être, du mal-être au travail, etc., etc. Donc, vous allez avoir un bel outil entre les mains. Comme je vous l'ai dit depuis le début, il identifie 6 grandes familles de facteurs de risque, donc et le temps de travail, les exigences émotionnelles, l'autonomie, les rapports sociaux au travail, le conflit de valeurs et l'insécurité dans la situation de travail. Donc rien que le dernier, en étant auto-entrepreneur, quand j'ai remis les mains le nez dedans, je me suis dit, bah, en fait, mais tellement. Pourquoi en 10 ans, personne ne m'a reparlé des risques psychosociaux? Ben, peut-être parce que c'est moi la psy du travail et que c'était à moi de vous amener plutôt tout ça. Donc voilà, vous imaginez un peu comment j'ai été contente. En plus, si vous me connaissez, vous savez que moi je suis l'arborescente et que j'aime bien faire des liens et des ponts de partout. Enfin, l'arborescente. Nico aussi est comme ça, mais il a un cadre et une rigueur de travail que j'admire. Moi, je suis un peu la pétilleuse de tout ça. Et donc, quand j'ai branché à quel point c'était lié, que ça allait nous faire avancer, c'était top. Donc, en effet, tout ça vient former une grille opérationnelle et largement utilisée pour diagnostiquer et prévenir les risques psychosociaux, notamment via le document unique d'évaluation des risques. P dans la parenthèse pour professionnel. Donc, le document unique d'évaluation des risques professionnels. Et donc là, nous, après le podcast qu'on a fait, avec là ici la masterclass qu'on pousse ensemble.
on peut voir que le document unique des risques professionnels, c'est quelque chose que j'ai envie de vous proposer en outil par la suite. Donc, je ne sais pas encore trop comment ça va se définir. Peut-être que je créerai une trame de cette fameux document unique d'évaluation des risques pour que vous l'ayez dans le Drive. Peut-être qu'on pourrait se faire des sessions. Je ne sais pas du tout encore comment ça va s'articuler. En tout cas, même si ce n'est pas obligatoire en tant que solopreneur d'avoir son document unique d'évaluation des risques, je pense que c'est vraiment un outil central, un peu un garde-fou pour pas péter en vol, quoi. Donc, la première catégorie de la famille du rapport Golac. Intensité du travail et temps de travail. Donc là, on reste vraiment dans la découverte générale. Après, on fera un focus sur le thérapeute. Mais bon, déjà, toi, en écoutant, tu peux déjà te voir ci et là, qu'est-ce qu'il en ressort. Donc cela renvoie à une charge de travail trop importante, un rythme soutenu ou des délais irréalistes pouvant entraîner du stress chronique. Le travail déborde parfois sur la vie personnelle avec des heures supplémentaires, des astreintes, ce qui empêche le repos et favorise l'épuisement professionnel. C'est pour ça que je vous faisais le pont au début avec le burn-out. Bah, ça veut tout dire. Voilà. C'est vraiment de se dire, en fait, l'intensité et le temps de travail, c'est considéré comme un des facteurs de risque psychosociaux qui peut potentiellement, à un moment donné, entraver mon bien-être. Bah, en fait, c'est là où c'est important, en fait, de le tenir compte et de regarder sa semaine de manière, différente. Les exigences émotionnelles. Il s'agit d'émotions que le travailleur doit mobiliser ou contenir dans l'exercice de ses fonctions. Empathie, maîtrise de soi et neutralité. Ou même contenir, ça me fait penser que moi quand j'étais en diplôme de psychologie, donc bon, ok, on était en psychologie du travail, mais bon, c'était aussi il y a 15 ans. Mais c'était vraiment, mettez une carapace quand vous écoutez les gens. Mais en fait, moi, dès que j'ai commencé à bosser, je me suis dit, mais en fait, non, je ne peux pas contenir tout ça. En fait, je dois vivre avec, en fait, du coup, et plutôt, hop, naviguer avec les fluides qui se passent, quoi, du coup. Donc voilà, c'est pour ça que c'est important de vraiment se dire enfin, à quel moment je contiens ou pas, quoi. Ce RPS est fréquent dans les métiers donc du soin, évidemment, du social, de la relation client ou de la sécurité. On attend du salarié qui garde son calme, quelles que soient les circonstances. Mais là aussi, voilà, c'est un peu ce côté-là où on peut aussi encaisser, mais en fait, des fois, on met de côté ses propres émotions. C'est là, ben, quand on met sa maison de côté, hein, quand on démarre le travail, et aussi inversement. Et en fait, c'est OK de se dire, mais en fait, si mon métier a des exigences émotionnelles fortes, ben, ça va être important que j'ai des moyens pour cultiver et faciliter la libre circulation de tout ce que j'ai pu ressentir de fort dans ce moment-là. Le manque d'autonomie. L'autonomie désigne la possibilité de choisir comment réaliser ses tâches, dans le rythme, l'ordre ou la méthode. Un manque d'autonomie rend le salarié dépendant de décisions extérieures, limitant sa capacité d'adaptation et de régulation face à la pression ou aux imprévus, ce qui peut générer un sentiment d'impuissance. Hum. On réfléchit, on n'est pas tous calibrés de la même manière, hein. Voilà, on peut s'en rendre compte du coup, et pour vraiment pouvoir travailler librement tous ensemble et dans le respect l'un de l'autre, c'est vraiment important de pouvoir s'adapter chacun à comment est-ce qu'on décide de réaliser ces tâches. Et admettons quelqu'un de très carré, concis, to-do list de A plus B, de choses à cocher, qui veut travailler avec un inspiré, qui essaye de lui dire comment travailler. Quand je dis inspiré, c'est vraiment celui qui va avoir besoin, voilà, de se mettre un peu à la dernière minute parce qu'il a toujours eu le temps avant de faire autre chose et qu'après, il va se mettre un bon coup de bourre et il va quand même arriver au résultat dont il a besoin. Et, euh, et en fait, dans ces moments-là, si la hiérarchie en question t'amène absolument son plan à elle à mettre, bah, en fait, c'est voué à l'échec, puisque du coup, personne ne se comprend et tout le monde a l'impression que tout le monde ne travaille pas bien, alors que simplement, on n'a pas respecté
la manière de travailler dont la personne est calibrée à cet instant à elle, quoi. Donc c'est vraiment l'autonomie dans son travail, c'est important. Vous verrez que dans ce adapté aux risques psychosociaux, nous, aux thérapeutes, pardon, avec Nico dans le podcast, on parlait aussi de l'autonomie dans laquelle est le thérapeute. Mais bon, on verra après. Les rapports sociaux dégradés, les relations de travail, les tensions avec les collègues ou la hiérarchie, l'isolement, un cas un petit peu, bon, le thérapeute par moment, le manque de reconnaissance ou le sentiment d'injustice sont des facteurs de mal-être. Ces situations peuvent alimenter conflits, perte de motivation, voire harcèlement moral. Donc ben là, voilà, c'est vraiment l'importance de pouvoir s'entourer, pouvoir avancer, etc., etc., quoi. Conflit de valeurs. Et peut-être, enfin, ça me fait penser que là, si vous, c'est un nouveau, mais enfin, c'est une reconversion de devenir thérapeute, peut-être que vous avez aussi votre claque des rapports sociaux au travail. Conflit de valeurs. Ce risque survient quand le salarié doit agir à l'encontre de ses convictions personnelles ou professionnelles. Par exemple, bâcler un travail pour respecter une consigne. Ce sentiment de mal faire ou de trahir ses valeurs peut générer une profonde souffrance éthique et un désengagement. Ben voilà, enfin, on nous dit, enfin, on travaille, on met beaucoup de temps, on passe la moitié de notre vie à travailler, et ceux qui arrivent à maintenir un travail salarié qui ne leur plaît pas, ou ils ne se sentent pas respectés dans leur travail, mais qui continuent à le faire pour différents choix et différentes raisons, eh bien, sachez que voilà, de faire au quotidien quelque chose qui ne résonne pas avec qui nous sommes, ben en fait, enfin, vous alimentez un petit peu le mal-être à l'intérieur de vous de manière officielle et reconnue par l'OMS. Donc, s'il vous plaît, on se remet en question et on ne reste pas dans ce qui ne nous convient pas. Et la sixième, l'insécurité socio-économique. Donc, la peur de perdre son emploi, de ne pas avoir de perspective claire. Donc, quand on est salarié, hein, du coup, d'évoluer dans un contexte instable, ce climat d'incertitude fragilise la santé mentale et empêche les salariés de se projeter sereinement dans l'avenir. Alors là, je pense que pour moi, c'est le top 1, celui-là, en tant que thérapeute. On se dira la suite. Donc voilà pour les 6 grandes familles du rapport Golak. Donc je pense, enfin, c'est vraiment que ça balaye quand même bien, bien les choses. Peut-être que vous avez déjà un petit peu branché des choses par rapport à vous, mais en tout cas, voilà, c'est important que vous les sachiez, que vous les connaissiez de manière générale. Puisque à la base, ça n'a pas été créé pour les entrepreneurs. Ça a été vraiment créé pour donc toute personne qui a au moins un salarié. Peut-être que vous, en tant que thérapeute, vous ne travaillez pas seul et que vous avez des salariés suivant la structure que vous avez choisi d'avoir. Donc voilà, peut-être que vous découvrez en même temps qu'il faut que c'est très important que vous ayez ça. Alors bien sûr, quand on est deux, c'est pas nous qui avons c'est pas ces gens-là qui ont des contrôles le plus, qui sont réprimandés, hein, du coup, mais c'est quand même quelque chose qui est demandé d'avoir. Toute cette connaissance-là et le fait de pouvoir en faire quelque chose de ces risques-là. Zoom sur les risques psychosociaux du thérapeute. Donc cette intensité et le temps de travail. Donc travailler seul, je me le suis mis au féminin. Travailler seul, voilà, point seul pour tout le monde, hein, du coup, signifie souvent tout faire. Les consultations, l'administratif, vous savez, le fameux réel que je vous parlais là, qu'on voit passer souvent sur Instagram. La compta, la communication, les prises de rendez-vous. Et en fait, ça peut entraîner une surcharge mentale et physique avec peu de coupures réelles. Combien ont pris des rendez-vous un samedi soir ou un dimanche matin sur leur téléphone pour juste confirmer le rendez-vous pour le prochain jour. Bah, en fait, on est beaucoup, mais eh oui, mais c'est là qu'on se rend compte que finalement, on se laisse un petit peu atteindre dans tout ça, quoi. Y compris les soirs et le week-end. La difficulté à poser des limites horaires peut mener à l'épuisement. Et ouais, on est solopreneur, on est dédié à notre activité. Donc bien sûr qu'il y a
il y a un peu deux mondes. Il y a ceux qui comptent pas les heures et qui font largement plus que le 35 heures qui est demandé pour un temps plein en France. Et justement, ils sont entrepreneurs, donc ils font bien ce qu'ils veulent, mais en même temps, voilà, c'est intéressant si toi, tu es dans ce cas de savoir que ton intensité et ton temps de travail fait partie d'un facteur de risque. Donc vraiment, si tu travailles comme ça, ben, prends des moments où tu sais là aussi, tu sais lâcher, tu sais te recharger, tu sais bouquiner, tu sais rien faire aussi pour vraiment équilibrer tout ça. Et il y a aussi, voilà, je disais, il y en a deux, et après, il y a ceux comme moi qui n'ont jamais réussi seuls à faire l'équivalent d'un 35 heures dans leur entrepreneuriat. Ça peut arriver aussi. Et pour autant, euh, même si je ne cochais pas, voilà, directement l'intensité de travail et le temps de travail, en termes de charge, euh, c'est vrai que quand même, ce côté un peu de tout faire, etc., etc., ça a pu être, de mon côté, c'était assez fluide, mais c'est vraiment en fait moi un manque de cadre personnel qui fait que tout ça j'ai pas réussi à le enfin ça n'a pas tenu sur un réel 35 heures. Donc vous voyez chacun et ça a conduit ou peut-être que de toute manière c'était la vie qui avait voulu que je rentre dans cette institution. Mais en tout cas ça a conduit à me détacher de l'auto-entrepreneuriat parce qu'en fait sur l'instant là sur ces derniers mois de ces dernières années ça ne correspondait pas à ma manière le cadre de travail que j'avais besoin. Donc on est tous uniques. Hop là. Oh, ben voilà, je l'ai mis deux fois. J'ai dupliqué, c'est pour ça. Les exigences émotionnelles. Donc recevoir les confidences, la douleur, la détresse des clients demande une grande disponibilité émotionnelle. Le fait de devoir rester à l'écoute et contenir ce qui se joue, tout en gérant ses propres états internes, peut à terme générer une fatigue compassionnelle ou un épuisement émotionnel. C'est vraiment ça, rester à l'écoute et contenir, c'est un petit peu comme j'expliquais là juste avant, cette fameuse carapace ou autre. Enfin, il y a au bout d'un moment, il y a des fois, il y en a beaucoup qui disent, ah, c'est bon, ça me passe au-dessus, etc., etc. Bah, en fait, c'est quand même important de se dire, oui, mais ça nous demande une certaine exigence et une certaine rigueur émotionnelle. Et que par moment, on a besoin, nous aussi, de drainer un petit peu tout ce qu'on a pu, ressentir dans ces moments-là. Donc c'est vraiment, en fait, important à garder en compte cette exigence émotionnelle, cette contenance et rester à l'écoute avec ses propres états internes. Donc en plus, il y a même un podcast sur ça qu'on avait fait quand on est en miroir un peu sur les problématiques de nos clients, de vraiment en fait se dire, ben, en fait, à quoi ça me renvoie parce que euh, donc voilà, comme je vous ai dit, moi, quand j'étais à la fac, on nous disait mets ta carapace. Et en fait, maintenant, moi, ma manière active de travailler, c'est vraiment de me dire qu'est-ce que ça vient me faire résonner dans ma propre histoire, pour qu'en fait, ce qui se joue aussi chez moi en miroir de tout ça, ben, en fait, je puisse en faire quelque chose. Donc vraiment, rester actif. Vous, vous ne recevez pas les clients que vous accompagnez par hasard. Hmm. Voilà. Le manque d'autonomie réelle et paradoxal. Donc même si l'auto-entrepreneur, encore au féminin, choisit théoriquement son organisation, Caroline, elle peut se sentir contrainte par les attentes des clients, les impératifs de visibilité ou la nécessité de remplir son agenda pour survivre financièrement. Et c'est pour ça, en fait, que moi, je vous parlais dans le premier facteur un peu de tout ça. Et en fait, voilà, il peut aussi y avoir que ce trop-plein d'autonomie, quand on n'a pas de cadre de base, en fait, c'est flex. Et en fait, c'est compliqué. Et c'est OK. Et en fait, c'est important de se dire que ça contribue à me fatiguer mentalement et donc à me rendre moins disponible pour vraiment ce que j'ai à faire et à mettre en place. Cette pression peut donner l'impression d'une fausse liberté, voire d'une dépendance aux demandes extérieures. La pression, voilà, de l'agenda qui doit se remplir, etc., etc. Ce qui fait que quelque part, on peut faire un travail parce qu'on le décide et finalement on se retrouve contraint à pas savoir dire non sur des séances. On en a discuté ça aussi dans un podcast. On a dit plein de choses déjà dans ces podcasts.
On en a discuté autour de savoir dire non pour vraiment se dire, ben finalement, voilà, je respecte aussi le rythme que j'ai besoin. Et si vous vous êtes mis en solopreneur, bien que vous êtes là, thérapeute, pour aider et accompagner les autres, faut pas se leurrer, c'est aussi parce que vous avez choisi aussi de vivre au rythme que vous avez besoin. Donc ne vous faites pas avoir. Hmm. L'isolement et les rapports sociaux, donc l'absence de collègues ou de cadres collectifs peut générer une forme d'isolement professionnel. Sans supervision, sans retour sur sa pratique, sans lieu d'échange entre pairs, le thérapeute, la thérapeute, peut douter, ruminer ou se sentir seul face à certaines situations complexes. C'est un PowerPoint 100% féminin, désolé. Euh, oui, l'importance de l'isolement, de pas se sentir seul. C'est pour ça que ben, nous, voilà, c'est ce qu'on aimerait à travers cette communauté, que vous puissiez aussi échanger sur ces sujets. Donc, pourquoi pas qu'on puisse ouvrir sur notre WhatsApp une bulle autour des risques psychosociaux. D'ailleurs, on va pouvoir se faire ça, une discussion RPS suite à la sortie de la masterclass, pour qu'en fait on puisse échanger aussi enfin que vous puissiez échanger entre vous et que voilà, qu'on puisse, que vous puissiez avancer et vous soutenir et sortir de ce facteur d'isolement. Conflit de valeurs, il peut être difficile d'aligner ses convictions profondes avec les impératifs du marketing ou de vente. Ben voilà, c'est ce que je vous disais. Enfin, on en a parlé au début, mais on le retrouve ici, hein, du coup, en ayant l'impression de se vendre pour attirer des clients. Voilà, certains, ça peut être très, très, très compliqué, notamment dans la thérapie. C'est pour ça qu'il peut y avoir d'autres conflits de valeurs aussi, hein. Mais c'est un petit peu ce qui est en vogue en ce moment avec les réseaux sociaux. D'autres tensions peuvent aussi surgir entre la qualité d'accompagnement souhaité et les attentes de résultats rapides exprimées par certains clients. Ça, c'est vraiment important de laisser le triangle de Karpman de côté une bonne fois pour toutes et de s'en extraire. On est là pour sauver personne. On ne reçoit pas des victimes dans notre bureau. Les victimes, elles vont déposer plainte à la police. C'est leur fonction à eux de venir gérer cet ordre-là. Nous, il n'y a pas de victimes. Et nous ne sommes le méchant de personne. Donc si quelqu'un veut nous attribuer quelque chose qui couaque dans son changement, soit parce que ben, de toute manière c'est des séances qui n'ont pas marché, ou au contraire, ben, après ce que tu as fait, pouf, il y a tout qui a pété, c'est à cause de toi. Non, 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 non. Et ça, c'est vraiment important de s'en extraire pour ne pas entrer en conflit de valeurs et vraiment à tout instant savoir qu'est-ce que je suis en train de faire là pour moi. Est-ce que je suis alignée pleinement à qui je suis, ou est-ce que je suis en train de me laisser avoir dans les mécanismes de quelqu'un, d'un client en l'occurrence? Peut-être aussi d'un professionnel, hein, du coup, parce qu'avec la concurrence au milieu, les peurs un petit peu qui viennent se jouer, ça peut être pas mal aussi, hein, le conflit de valeurs, hein. On peut être amené à vivre des choses pas chouettes, chouettes, hein, aussi, hein. Voilà, vous me direz comment vous le trouvez ça, vous. L'insécurité de la situation professionnelle. Donc, c'est revenus instables, surtout au démarrage et en cas d'annulation répétée. L'absence de protection sociale complète, la peur du vide dans l'agenda, la difficulté de se projeter dans un environnement, dans un avenir professionnel sécurisé peut alimenter une forme d'anxiété durable. C'est pour ça que moi, je vous disais, pour moi, c'est le top un du thérapeute solopreneur. C'est en fait tout ça. Ok, c'est de la liberté. Ok, on travaille à notre rythme. Ok, on développe vraiment un métier de cœur, une vocation, mais en fait, c'est aussi important de se dire, ouais, mais en fait, surtout quand je démarre, comment je vais faire en fait, hein, du coup. Et ça a toute sa place d'être reconnu en tant que tel pour que vous puissiez vraiment en faire quelque chose d'important pour vous, pour pouvoir vous sécuriser, etc. Donc, il y a des thérapeutes qui vous pourront vous aider à vous sécuriser, à sécuriser ce mental qui part et qui a peur et qui se dit, oh là là, est-ce qu'on va y arriver, etc., etc. Et cetera. Et donc, si vous en êtes là, c'est que vous vous donnez les moyens pour. Et donc, et on a créé la voie des thérapeutes avec Nico pour que vous puissiez pérenniser votre activité et déployer vos talents avec ce monde qui en a grandement besoin. La suite, la nécessité de se choisir. Donc se choisir en priorité, c'est une manière concrète de prévenir les risques psychosociaux quand on exerce en libéral.
On reconnaît ses limites, on aménage son temps et on respecte ses besoins fondamentaux. C'est quand même le but de ce pourquoi vous vous êtes mis à votre compte, j'imagine. La thérapeute se protège de l'épuisement, de la surcharge émotionnelle et de l'isolement. C'est un acte de responsabilité envers soi et envers les personnes que l'on accompagne. Si on n'est pas capable de prendre soin de soi, comment est-ce qu'on peut dire à l'autre en face de prendre soin de lui ou de se choisir, etc., etc. Et au bout d'un moment, au-delà de ce qu'on dit, c'est ce qu'on est, ce qu'on vibre et ce qu'on émane. Donc c'est vraiment important d'incarner ce qu'on veut montrer en retour. En échange, enfin en nuance que il faut pas forcément avoir vécu toutes les misères du monde pour accompagner toutes les miséreux du monde, hein, du coup. Donc c'est une posture alignée. Le thérapeute, vous voyez, il y a aussi le thérapeute. Ne prend pas place dans le triangle de Karpman, on en a parlé déjà. Il n'est ni sauveur, ni victime, ni bourreau. Sortir de ses rôles, c'est préserver un cadre éthique et professionnel en laissant à l'autre la responsabilité de son propre cheminement. Ça permet de se protéger des projections, de l'épuisement et des jeux relationnels qui peuvent alimenter les risques psychosociaux. Et que du coup, après, on tire sur la corde, du coup, on va avoir un temps de travail plus grand parce que du coup, quelque chose nous pose problème par rapport aux besoins de Pierre-Paul Jacques. Et en fait, c'est là que le cercle vicieux s'installe et c'est pour ça qu'on fait cette masterclass aujourd'hui, pour que vous ayez toutes les clés en main sur votre trousseau de thérapeutes pour être au top. On est déjà à la conclusion et aux ressources. Donc l'importance de prendre soin de soi pour prendre soin des autres, bien évidemment. Les risques psychosociaux du thérapeute. Donc, on a aussi un podcast où vraiment on échange avec Nico sur nos expériences, etc. Donc, qui pourra vous aider déjà à mettre, voilà, à faire un petit parallèle pour vous. Donc, voilà, n'hésitez pas à l'écouter, à nous écouter, comme si finalement c'est comme si vous participez à la discussion avec nous, surtout si vous mettez des commentaires. Comme ça, on peut voir comment est-ce que vous le vivez. Donc, je l'ai mis, voir l'outil du document unique des risques professionnels du thérapeute en ligne sur le Drive prochainement. Donc ça, c'est un outil que je vais vous créer et vais vous partager parce que finalement, quand j'ai préparé cette masterclass, je me rendais compte que c'était important et que même si c'est pas la loi qui le demande, bah, c'est notre responsabilité et le cadre qu'on se pose envers soi-même et que ça vaut tout l'or du monde. Donc voilà, il y aura un outil en ligne à un moment donné. Et puis après, voilà, comment est-ce qu'on se servira de cet outil? Ça reste encore à décider. Donc savoir dire non en tant que thérapeute avec ce fameux, on a eu un sujet de podcast. Dans la ressource des thérapeutes, donc ben, la communauté, c'est ce que je vous disais, on va créer une bulle autour des risques psychosociaux pour qu'on puisse vraiment échanger sur ce sujet. La méthode de Sylvane Brut je l'ai laissée. Pourquoi je l'ai laissée? Ben, parce que de toute manière, ça aide vraiment à se recentrer sur qui on est, donc ben, enfin sur vraiment se faire ce focus-là, ce qui fait que si on est focus et aligné, et ben du coup, ça laissera moins de place au développement du risque psychosocial envers soi. Et l'outil du document unique du thérapeute. Donc, je vous ai mis deux ressources efficaces, comme je vous en disais au début. Voilà, c'est vraiment quelque chose qui a été commandité par le ministère du Travail. Donc, c'est vraiment un truc important. Et donc, voilà, vous avez donc le site de l'OMS avec donc Souffrance et Travail. Et aussi le lien vers le rapport Golac. Alors, du coup, là, je vois que le lien ne s'est pas fait si vous cliquez dessus, mais bon, sur Google, vous tapez rapport Golac et si vous avez envie de tout découvrir c'est quand même un bon petit paquet, hein, du coup. Voilà, en tout cas, vous en avez eu, je pense, l'essentiel ici. C'est le moment de se dire merci. Si vous avez des questions autour de ça, je vais essayer de me remettre. Voilà. Si vous avez des questions, si ça soulève des choses, n'hésitez pas à nous les dire en commentaire. N'hésitez pas à venir, voilà, si vous êtes déjà dans la communauté. Bah oui, si tu es sur le drive avec cette masterclass, c'est que tu es dans la communauté. Donc vraiment qu'on puisse échanger sur la bulle
WhatsApp pour vraiment qu'on puisse se nourrir les uns des autres, peut-être se donner des tips, des choses pour vraiment apaiser quand on sent ben, qu'on a quand même un des risques, un des facteurs de risque qui est plus haut que les autres et qui nous questionne. Et parce que du coup, on a vu que l'isolement faisait quand même partie des grands facteurs de risque psychosociaux. Donc, tu n'es pas seul. Je te dis donc à plus tard. Merci pour ton écoute et bah, au plaisir.